Il est 8h30, matinale spéciale consacrée à ces terribles inondations qui ont eu lieu, qui ont dévasté l'eau d'hier. Le département est toujours en vigilance rouge. Nous sommes à vos côtés. Romain est à Villegayenc, une ville qui a été particulièrement touchée par ces inondations qui ont fait, je le rappelle, au total 11 morts. Il y a 2 personnes qui sont décédées là où vous êtes, Romain, à Villegayenc, et vous êtes avec une habitante sinistrée. Problème de son. De votre maison? Oui. Nous avons un petit problème de son. Est-ce qu'on est à l'antenne ou pas? Oui, Romain, on vous entend, ça y est. Très bien, voilà. Thérèse, vous êtes devant cette maison qui a été détruite. Il y a énormément de débris dans l'entrée. L'eau est montée jusqu'où? Vous pouvez nous montrer? Là, ces niveaux-là. Il y a les traces. Il y a les traces qu'on voit sur les images Voilà, de Romain Ripoteau. Et sur la porte là-bas aussi. Et sur la porte là-bas, évidemment. Thérèse, racontez-nous votre nuit de dimanche à lundi. Mais j'étais au lit là-haut, j'ai attendu pleuvoir. Comme j'ai des gouttières, j'ai descendu au premier, au rez-de-chaussée. Et là, j'ai attendu, j'ai appelé à 1h les pompiers parce que j'avais de l'eau qui coulait sur la lumière. Alors, il m'a éteint le compteur, j'ai éteint le compteur. Et après, un peu de temps après, j'ai vu l'eau passer sur la porte. Alors j'ai paniqué un peu, puis l'eau est arrivée de par la cour aussi, ça a été une vague. Alors j'ai eu le temps de prendre mon petit chien et de monter à l'étage. Et là, vous êtes réfugié au premier étage. Au premier étage, oui. Oui, j'étais au premier étage. Vous avez eu peur? J'ai eu peur, oui. Mais pas sur le coup, parce qu'on a le réflexe, mais c'est après qu'on pense à tout ça. On pense à quoi exactement? Quand on voit le niveau de l'eau monter, monter, ça ne s'arrête pas. Puis non, ça a été vite fait parce que la vague est arrivée rapidement. Dès que j'ai vu l'eau sous la porte, elle est arrivée à une hauteur formidable. Il y a une question de Clélie Mathias qui présente cette matinale avec moi. Clélie, vous voulez poser une question à Thérèse? Oui, je voudrais surtout poser une question à Jean-Vincent Remondis qui est avec moi, qui nous aide à y voir plus clair sur la gestion des indemnisations en termes d'assurance. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette femme qui a, on le voit, qui a perdu toute une partie de sa maison et qui est aujourd'hui dans la détresse et dans la douleur? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les premières démarches à effectuer pour cette femme? Alors, on est très conscient qu'un sinistre de cette ampleur, c'est toujours un drame. Les premières mesures à mettre en place, c'est effectivement déclarer son sinistre à son assureur, faire une déclaration de sinistre. Les délais vont sans doute être allongés pour les déclarer. C'est une des procédures de facilitation qui va probablement être annoncée prochainement. Lors de cette déclaration, demander à son assureur s'il dispose d'entreprises de nettoyage dans le secteur, prendre des photos des biens qui vont être jetés, commencer à nettoyer et effectivement rapidement avoir un contact avec une société d'expertise qui va lui proposer un rendez-vous pour expertiser avec elle ces dommages. Romain, on vous retrouve au milieu des gravats. On espère avoir apporté des réponses à cette femme qui vous accompagne. Est-ce que l'expert d'assurance est arrivé, Thérèse? Non, pas encore. Et quand est-ce que vous comptez les joindre? Aujourd'hui. Comment vous allez faire? Parce que vous me disiez que vous étiez parti sans votre téléphone portable. C'est un détail, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas communiquer? Non, je ne peux pas communiquer avec personne parce que je n'ai pas eu de téléphone portable et ici, on n'a pas eu de téléphone. Et ici, vous n'avez plus le téléphone. Vous avez dormi où cette nuit, Thérèse? J'ai dormi sur une amie. Voilà. Elle vous accueille. Il y a énormément de solidarité. C'est ce que vous me disiez. On travaille ensemble aussi. Voilà. Vous êtes allé à la mairie ces dernières heures? Et à la mairie hier pour faire la déclaration de sinistre. Et j'ai été très bien reçue. Et en même temps, ils nous ont donné de l'eau pour manger et tout ça. On a vu l'intérieur de votre maison. Tout va être jeté, rien n'est utilisable, rien n'est récupérable. Qu'est-ce que ça fait quand on revient ce matin, qu'on voit le niveau d'eau qui est à près de 2 mètres? Je me suis dit que j'ai beaucoup de chance, parce que ça aurait pu être pire. C'est ça. Et vous m'avez dit tout à l'heure, il y en a qui ont eu moins de chance que moi. Oui, oui, parce qu'il y a eu des décès ici. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas pu monter à l'étage et qui sont décédées. Merci beaucoup, Thérèse. Bon courage. On pense à vous, évidemment. On pense à toutes les personnes sinistrées. Une image. Regardez. Image de Romain Ripoteau. Ce mur, il est complètement tombé. Il y a encore de la gadoue partout. Il y a cette remorque. Il y a cette brouette.
tout est détruit. Il va falloir relever ce mur, il va falloir nettoyer, il va falloir réparer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une information que me donnait Jean-Luc Thomas il y a quelques instants, le village de Villegayenc est fermé à partir de maintenant jusqu'à midi. Pourquoi ? Eh bien pour laisser les secours travailler. Vous entendez derrière moi probablement un groupe électrogène destiné à donner de l'électricité, à fournir de l'électricité, car il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz. Pour l'instant, le village de Villegayenc est inhabitable. Et on va se quitter sur ces images de Thérèse qui modestement sort une poubelle de chez elle. On le voit et on souhaite bon courage à tout le monde, évidemment, Clélie. La détresse de ces habitants dans ce village ravagé, dévasté, balayé littéralement par les eaux. Merci à vous Romain, merci à Jean-Luc Thomas et à Romain Ripoto qui vous accompagnent. Nous disons c'est une matinale spéciale, une matinale délocalisée. On est aux côtés des habitants de l'Aude, à Trèbes également. C'est le choc, c'est dans cette commune que le bilan humain est le plus lourd. Il y a eu 6 morts. Vous allez voir les images tournées par Stéphanie Rouquier et Laure Parra, nos équipes qui sont sur place avec ces voitures qui se chevauchent. Ça témoigne d'une violence inouïe de ces inondations. L'Aude, qui évidemment est largement sortie de son lit. Je le répète, attention, prudence, puisque le département est toujours placé en vigilance rouge pour les crues. La décrue va être extrêmement lente. Et Anthony Favali, c'est tout le quotidien de ces habitants de ce département qui est touché, impacté. Vous avez des nouvelles informations concernant notamment les axes routiers. Mais bien sûr, Clélie, on le voit sur ces images, c'est un département partiellement à l'arrêt. Une cinquantaine de routes départementales sont fermées. Parmi les grands axes, la départementale 620 qui relie Béziers à Carcassonne, la départementale 118 qui passe par Villegayenc où se trouve Romain des Arbres justement et où un pont a été emporté. 2 communes également sont coupées du monde, elles sont inaccessibles par voie routière. Ce sont les communes d'Azy et de Laredorte à l'est de Trèbes. Et enfin, les routes qui vont de Narbonne vers les plages sont elles aussi encore fermées. Du côté des liaisons SNCF entre Narbonne et Béziers, la circulation devait reprendre tôt ce matin. Ça a été finalement reporté à 9h en raison de la lenteur de la décrue. Et enfin, entre Narbonne et Castelnaudary, la circulation des trains restera fermée jusqu'à jeudi prochain. Encore 48 heures, mais la SNCF a mis en place des solutions de substitution par autobus. À l'heure où l'on se parle, Enedis m'a confirmé que toujours 1500 foyers étaient privés d'électricité dans le département. Plus de 10 000 habitants sont également sans eau potable. L'approvisionnement est en cours dans une vingtaine de communes. Encore aujourd'hui, tous les établissements scolaires sont fermés. Les écoles, les collèges, les lycées et par conséquent, bien sûr, les transports scolaires qui sont suspendus. Anna Créti, vous êtes restée en plateau avec nous. Est-ce qu'on voit la violence de ce phénomène, de cette catastrophe naturelle qui a eu lieu hier? Est-ce qu'on aurait pu mieux anticiper ce phénomène, notamment la rapidité de la montée des eaux? Mieux, je ne sais pas, parce que le problème, c'est la surface où cela s'est passé. Il y avait déjà depuis jeudi une carte des risques météorologiques. La difficulté est de vraiment placer les curseurs sur l'endroit où la crue est la plus importante et donc savoir mettre en place, comme on l'a vu tout à l'heure, un mécanisme d'alerte. L'importance de la température et des vents fait que on ne s'est pas placé à une distance relativement rapprochée et à un temps relativement utile exactement où le phénomène va se passer. Donc, soit on a le choix, soit on dit, bon, la zone concernée est l'Aude, et donc on étend tous les mécanismes de prévention à la région, ne sachant pas exactement où cela va se passer, ou sinon on attend, et ça a été ce dernier choix qui a été pris selon les pratiques et les procédures d'alerte, et donc on fait passer l'alerte rouge peu avant où le désastre se provoque. Vous nous disiez tout à l'heure que le réchauffement climatique, si on ne peut pas tirer, on va dire, tout de suite un lien de cause à effet entre ce qui s'est passé hier et les effets du réchauffement climatique, mais quand même, il y a une tendance où ce genre de phénomène va se répéter de plus en plus fréquemment. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mettre à jour notre système d'alerte ? Sûrement, il y a plusieurs mesures d'adaptation qui peuvent être prises. Alors, du point de vue plus pratique, il serait nécessaire de réfléchir au mécanisme d'alerte. Et d'ailleurs, ceci est tout à fait possible, étant donné qu'on a aussi, plus en général, les principes de précaution qui permettent ces changements. Donc, ça ne serait pas une procédure trop lourde et trop difficile à porter. Ensuite, il y a toute une réflexion sur l'habitat
l'urbanisme. Ces zones, avant, quand on était à proximité d'un fleuve, il s'agissait de zones qui pouvaient être attractives, soit pour les activités, disons, économiques, que pour l'habitat. Aujourd'hui, on passe à une vision inverse où c'est source de risques. Ça veut dire qu'on a trop bétonné? On a trop bétonné et trop rapidement également. Mais à un moment où on ne se posait pas la question du changement climatique. Mais est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Cela a créé, bien sûr, des irréversibilités. Mais alors, il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les futurs, qui reste important, et ce qu'on peut faire pour les structures mises en place, pour comprendre si des travaux de renforcement, par exemple, des bords des rivières peuvent être faits. Merci beaucoup Anna Créti, vous restez évidemment avec nous. Et je le rappelle, certains habitants, on l'a vu au micro de Romain, ont tout perdu. N'hésitez pas à donner, à aider, ils ont besoin de votre aide. Vous pouvez aller sur les sites de la Croix-Rouge pour faire vos dons. On a besoin de solidarité dans ces moments. La politique reprend également peu à peu le dessus. Le Premier ministre était hier sur place, dès hier après-midi. Le président Emmanuel Macron va également aller dans l'Aude dans les jours qui viennent. Et une information CNews, le remaniement gouvernemental, Gérald, va être annoncé d'ici, on va dire, une vingtaine de minutes, entre 9h et 10h ce matin. Vous avez des informations concernant ce remaniement, Gérard? Oui, un certain nombre de noms commencent véritablement à s'imposer. Selon toute vraisemblance, et sauf immense surprise, c'est bien Christophe Castaner qui sera ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, vous savez, c'était un des premiers députés socialistes à avoir rallié Emmanuel Macron. Il était au départ maire de Forcalquier. Et donc, Christophe Castaner, c'est un fidèle entre les fidèles pour Emmanuel Macron. On cite beaucoup aussi le nom de Franck Riester à la culture, donc pour remplacer Françoise Nyssen. Franck Riester, c'est un ancien député Les Républicains et même UMP, élu à Coulommiers, où il avait succédé à Guy de Ruth. Il avait fait pour la primaire la campagne de Bruno Le Maire. Ensuite, il avait rallié, toujours pour cette primaire, Alain Juppé. Et puis, après les élections législatives de 2017, eh bien, il a créé à l'Assemblée le groupe Agir UDI, qui est un groupe qui est entre l'opposition, si je puis dire, et la majorité. Et donc, aujourd'hui, il serait nommé ministre de la Culture. Il faut rappeler que c'est sur un certain nombre de questions, notamment de communication, il est très pointu. Il avait été rapporteur du projet de loi Hadopi. Il a également fait un rapport sur la création musicale. Et puis, c'est un grand spécialiste de l'audiovisuel public. C'est un partisan, et c'est important, parce que vous savez qu'une réforme est annoncée dans l'audiovisuel public. Il est partisan d'un grand groupe sur l'audiovisuel public. Il faut rappeler également, il s'était fait connaître d'une certaine façon au moment du vote sur le mariage pour tous. Et il avait été un des seuls députés, ils étaient que deux, des Républicains à avoir soutenu et voté pour le mariage pour tous. Autrement, on cite la nomination de Gabriel Attal, qui est un jeune député La République En Marche. Il avait récupéré la circonscription d'André Santini dans les Hauts-de-Seine. Il serait nommé au service national universel, donc le projet qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Et puis d'autres noms sont cités, mais on a peut-être le temps d'en reparler. Si sans doute, parce que ça c'est à peu près certain, Jacqueline Gouraud, qui est vraiment la fidèle entre les fidèles de François Bayrou, qui est sénatrice, qui a été sénatrice du Loir-et-Cher, vice-présidente du Sénat à un moment, qui aujourd'hui était secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur. C'est elle notamment qui suivait déjà les affaires de la Corse, par exemple. Eh bien, elle aurait un ministère entier, ministère justement des collectivités territoriales. Ne vous inquiétez pas Gérard, on va en reparler, ce remaniement gouvernemental qui devrait être annoncé entre 9h et 10h par communiqué. Ce sera évidemment à suivre sur l'antenne de CNews. On va reparler des sinistrés de l'Aude à présent avec Brigitte Millot qui va nous dire comment accompagner ces personnes qui sont dans la douleur, dans la détresse, qui ont parfois tout perdu.